En l'an 480 avant JC, le monde retenait son souffle alors qu'un tonnerre grondait depuis l'Orient. Un empire s'avançait pas à une simple armée, mais une marée d'hommes, de chevaux, de navires et d'ambition. À sa tête, un roi qui se croyait non seulement souverain, mais instrument divin, Xerxès Ier, fils de Darius le Grand. À ses sujets, il apparaissait comme l'ombre vivante d'Ahura Mazda, le maître légitime de la terre et de la mer. Et maintenant, il marchait pour effacer une insulte, le défi lancé par un petit peuple qui avait osé lui résister 10 ans plus tôt. Mais ce n'était pas seulement une vengeance, c'était un destin. La Grèce, mosaïque de cités querelleuses, se dressait comme le berceau d'une chose nouvelle. La démocratie. Une idée dangereuse. Xerxès comptait bien l'engloutir dans le sang. Mais entre la fureur perse et le cœur vulnérable de la Grèce, se dressait un couloir de pierre et de soufre, un lieu que les Grecs nommaient Thermopyles, les portes chaudes. Là, le chemin se resserrait entre la montagne et la mer. Et là, en attente, se tenaient des guerriers sculptés par la discipline et nés pour mourir avec honneur. 300 Spartiates, menés par leur roi, Léonidas. Mais ils n'étaient pas seuls. D'autres les avaient rejoints, guidés par le devoir, la prophétie ou le simple désespoir. Ce qui allait se dérouler dans ce goulet ne serait pas qu'une bataille, ce serait un mythe forgé dans le bronze et le feu. Mais les mythes, souvent, voilent les hommes qui les ont créés. Pour comprendre l'incendie de Thermopyles, il faut suivre sa fumée. 10 années en arrière. Un autre chant, un autre défi, un autre roi. C'était un autre roi, une autre décennie, mais la blessure restait béante. En 490 avant JC, sur les plaines balayées par le vent de Marathon, la fierté invincible de la Perse avait subi un coup inattendu. Darius le Grand, roi des rois, avait lancé une première invasion contre la Grèce pour punir Athènes d'avoir soutenu une révolte en Ionie. Ce qu'il attendait, c'était une domination rapide. Ce qu'il reçut, ce fut l'humiliation. Une armée plus petite, composée d'hoplites athéniens motivés non par l'or mais par l'idée terrifiante de défendre leur patrie, s'était dressée, et elle avait vaincu. Les Perses, aux armures raffinées mais sans préparation pour la férocité brute d'un peuple libre, s'étaient effondrés sous la pression. Ils avaient fui vers leurs navires, le dos tourné à la mer, leur légende éventrée comme leur corps sur les longues lances grecques. Darius ne pardonna jamais. La revanche devint une obsession sacrée. Mais c'est son fils qui en porterait le fardeau, Xerxès. Contrairement à son père, calculateur et méthodique, Xerxès était gouverné par la conviction. Pour lui, soumettre la Grèce n'était pas seulement un devoir impérial, c'était une mission divine. Il ne comptait pas simplement riposter. Il voulait tout engloutir, les terres, les peuples, les idées. L'insulte de Marathon n'était pas qu'un échec militaire, c'était une gifle philosophique. La Grèce avait montré qu'un empire pouvait être défié, que des hommes pouvaient se gouverner eux-mêmes, que les rois pouvaient saigner. Xerxès ne laisserait pas une telle idée survivre. Alors il se mit à préparer non pas une bataille, mais un châtiment, lentement, implacablement, comme un dieu forgeant une tempête. Pendant 4 longues années, Xerxès rassembla la tempête. Depuis les vastes plaines de Mésopotamie jusqu'au désert d'Égypte, des montagnes de Bactriane aux rives de l'Indus, il convoqua hommes, chevaux, navires et volontés. L'historien Hérodote, témoin de cette époque, prétendait que leur nombre atteignait les millions. Les chercheurs modernes doutent de ce chiffre, mais même les estimations les plus modestes parlent d'une armée gigantesque entre 70 000 et 300 000 soldats, soutenue par une flotte de plus de 1200 navires de guerre. Ce n'était pas une campagne militaire. C'était la volonté d'un roi-dieu, incarné par la chair, le bois et le fer. Pour faire passer cette force colossale à travers les terres, Xerxès ordonna à la nature elle-même de se plier. Il fit creuser un canal à travers le cap du mont Athos pour éviter aux navires les courants traîtres. Et plus audacieux encore, il ordonna la construction d'un pont, flottant sur le détroit de l'Hellespont, une passerelle d'1 kilomètre, faite de navires amarrés côte à côte, permettant à son armée de marcher de l'Asie vers l'Europe. Mais quand une tempête détruisit ce premier pont, Xerxès entra dans une colère divine. Il ordonna de fouetter la mer avec des chaînes, de la maudire à voix haute, et fit décapiter les ingénieurs responsables. Une folie? Non. Une mise en scène, une démonstration de pouvoir absolu d'un homme qui croyait que ni les vents ni les vagues ne pouvaient le défier. Son pouvoir semblait sans limite. Et maintenant, il avançait vers l'ouest. La rumeur de son approche se répandit comme une ombre. Dans toutes les cités grecques, la peur grandissait. Certaines, prises de panique, se soumirent aux Perses avant même de les voir arriver. D'autres hésitaient, discutaient, se divisaient.
Car la Grèce n'était pas une nation, c'était une constellation de cités rivales, souvent ennemies, unies seulement par leur langue et leur dieu. Mais face à ce qui arrivait, une vérité devint évidente. Divisés, ils mouraient tous. La Grèce avait toujours été une terre de cités fières et de voix encore plus fortes. Athènes, Thèbes, Corinthe, Argos, chacune un monde à part, avec ses propres dieux, ses rancunes, ses blessures anciennes. L'unité n'y avait jamais été une évidence. Mais l'approche inexorable de Xerxès rendit l'impossible inévitable. Il fallut parler, discuter, choisir. De cette urgence naquit une alliance fragile. La Ligue hellénique vit le jour non pas dans la confiance, mais dans la peur partagée de l'annihilation. Et lorsqu'il fut question de qui mènerait la guerre terrestre, personne ne contesta le choix. Ce rôle revenait de droit à Sparte. Le simple nom de Sparte suscitait une forme de crainte respectueuse, même parmi les Grecs. Dans une Grèce curieuse de philosophie, de théâtre, de démocratie, Sparte était une anomalie. Une cité dont l'unique raison d'être était la guerre. Tout à Sparte était conçu pour forger des soldats. La vie commençait par un jugement. Les nourrissons étaient inspectés par les anciens. Les faibles, les difformes, jetés aux abîmes. Non par cruauté, mais par doctrine. À l'âge de 7 ans, les garçons quittaient leur foyer pour rejoindre l'agogé, ce programme d'entraînement brutal qui les arrachait à l'enfance. On leur enseignait à voler non pour survivre, mais pour apprendre la ruse. Et s'ils se faisaient prendre, ils étaient battus non pas pour le vol, mais pour s'être fait attraper. On leur apprenait à se taire, à endurer la douleur, à obéir sans poser de questions, à considérer leur vie comme négligeable si la cité l'exigeait. La lâcheté n'était pas seulement honteuse, elle était une mort sociale. Un homme qui fuyait le combat était marqué, rejeté, oublié. Même les femmes spartiates étaient uniques. Elles s'entraînaient, elles parlaient haut, elles élevaient leurs fils non avec des berceuses, mais avec des ordres. Reviens avec ton bouclier, ou sur lui. De cette forge naquit un roi, Léonidas, fils d'Héraclide, soldat avant même d'être homme. Il n'était ni tyran, ni poète. Il était le devoir incarné. Et lorsque les dieux murmurèrent qu'un roi devait mourir, il n'hésita pas. Le plan était audacieux, né du génie et de la nécessité. Il venait de Thémistocle, général athénien au regard aussi affûté que son esprit. La Grèce ne pouvait pas égaler la Perse en nombre, qu'à cela ne tienne. Elle utiliserait le terrain comme arme. La stratégie était double. Bloquer l'armée terrestre dans un défilé étroit et empêcher la flotte perse de contourner l'armée via la mer en l'arrêtant au détroit d'Artémision. L'objectif n'était pas la victoire, mais le temps chaque heure gagnée serait une chance pour le reste de la Grèce de se préparer. Le lieu choisi pour la défense terrestre était un endroit chargé de légendes et de soufre, les Thermopyles, les portes chaudes. Un goulet de terre entre mer agitée et falaises abruptes, par endroits à peine 100 mètres de large. Dans un tel goulot, les chiffres ne comptaient plus. Ce n'était plus une bataille de masse, mais une question de discipline. Sparte était prête à prendre les devants, mais une complication surgit. L'invasion coïncidait avec 2 festivals sacrés, les Jeux Olympiques pour tous les Grecs et la fête de Carnéia pour Sparte. Selon la loi spartiate, il était interdit de mener une guerre pendant cette période sacrée. Mais la loi pesait peu face à la voix des dieux. L'oracle de Delphes avait livré une prophétie terrible. Soit Sparte serait détruite, soit un de ses rois mourrait. Léonidas, fidèle à son sang et à sa cité, fit son choix. Sparte n'enverrait pas toute son armée, mais il partirait avec ses 300 gardes personnels. Pas des recrues, des vétérans, des pères. Car Léonidas les avait choisis avec soin, chacun d'eux avait un fils, pour que leur lignée ne disparaisse pas. Ils marchèrent vers le nord, ralliant des alliés en chemin, Thespiens, Thébains, Phocidiens, Arcadiens, jusqu'à ce que leurs forces atteignent environ 7000 hommes, un fil de bronze tendu face à une marée noire. À leur arrivée aux Thermopyles, ils restaurèrent le vieux mur phocydien, effondré depuis des décennies, leur dos contre la montagne, leur regard vers la mer humaine qui approchait. Pas d'échappatoire. Et aucun ne fut recherché. C'est ici qu'il se tiendrait. Et ici que l'on déciderait de ce que signifie être libre. Le ciel pesait bas ce jour-là, chargé de chaleur et de silence, tandis que les Grecs se positionnaient aux Thermopyles. Le vieux mur phocydien fut restauré à la hâte, pierre après pierre, non seulement comme rempart, mais comme déclaration. Derrière lui se dressait le cœur de la résistance. Les hoplites, forteresses humaines drapées de bronze. Ces hommes n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient des murailles vivantes. Leurs plastrons de bronze étincelaient sous le soleil, moulés comme des muscles figés. Des snémides protégeaient leurs jambes,
et leurs visages disparaissaient sous un casque corinthien, ne laissant paraître que des yeux prêts à mourir. Dans leurs mains, une longue lance le dorue. À la hanche, une épée courte, le xipho. Mais leur arme la plus essentielle, c'était leur bouclier le hoplon. Large, arrondi, cerclé de bronze. D'une seule main, ils protégeaient leurs frères. Et de cette solidarité naissait l'arme ultime, la phalange. Épaule contre épaule, bouclier contre bouclier. Ils formaient un mur de volonté, un mur que rien ne perçait. Et dans l'étroitesse du défilé, cette formation devenait invincible. Et ils en auraient besoin. Car bientôt, l'horizon s'assombrit non de nuages, mais d'hommes. L'armée perse arriva comme une marée sans fin. Des chevaux, des étendards, des visages venus de toutes les terres de l'Empire. Et, sur une colline voisine, Xerxès installa son trône d'or, prêt à regarder ses ennemis être broyés. Pendant 4 jours, il ne fit rien. Pas un ordre. Il observait. Il ne pouvait croire qu'un groupe aussi réduit oserait le défier. Il envoya des émissaires. « Rendez-vous », dit-il. « Déposez vos armes. » La réponse de Léonidas, gravée à jamais dans la pierre, « Emo micron lambdaute, nu lambda alphabetae, viens les prendre. » Et les Grecs ne bougèrent pas. Ils huilèrent leur peau, comme le voulait la coutume, étirèrent leurs muscles et peignèrent leurs cheveux. À d'autres, cela semblait vaniteux. Mais chez les Spartiates, c'était un rituel. Une préparation à la mort. Xerxès regardait, incrédule. Il avait écrasé des royaumes, renversé des trônes. Et voici que ces hommes attendaient la mort en silence. À l'aube du 5e jour, sa patience céda et la tempête s'abattit. Cela ne commença pas par un cri, mais par un murmure, le léger claquement de milliers de cordes d'arc tendues dans le vent du matin. Xerxès donna l'ordre. Le ciel s'assombrit aussitôt. Des dizaines de milliers de flèches s'envolèrent, traçant une ombre noire au-dessus du défilé. Hérodote écrirait plus tard qu'elles obscurcissaient le soleil. Parmi les Grecs, un Spartiate nommé Dienésès aurait simplement souri et dit « Parfait, alors nous combattrons à l'ombre ». Les Grecs levèrent leurs boucliers dans un mouvement parfait. Les oplons formaient une coupole de bronze, un toit contre la pluie mortelle. Les flèches frappèrent, sifflèrent, rebondirent, mais la ligne ne bougea pas. Pas une faille, pas un pas en arrière. Xerxès grimaça. Il voulait maintenant briser ce mur avec la force brute. Il envoya sa première vague. 10 000 soldats mèdes et scythiens, solides, entraînés, vêtus d'armures plus légères mais nombreux. Ils s'élancèrent dans le défilé, criant dans des langues étrangères. Ils s'attendaient à une résistance. Ils trouvèrent un mur, pas de pierre, mais d'hommes. La phalange tint bon. Les épées perses rebondissaient sur les boucliers grecs. Leurs petits boucliers d'osier se brisaient contre le bronze spartiate. Les longues lances grecques transperçaient les gorges, les yeux, les cœurs. Les hommes tombaient, et ceux de derrière les piétinaient dans la confusion. Le défilé se transformait en un entonnoir de mort. Les Spartiates combattaient par roulement pendant que certains tuaient, d'autres se reposaient. Une chorégraphie de la guerre, maîtrisée à la perfection. La supériorité numérique perse était inutile dans ce goulet. Les heures passaient, les cadavres s'empilaient. Les Perses ne parvenaient pas à percer. Léonidas combattait en première ligne, non pas en commandant à distance, mais épaule contre épaule avec ses hommes. Depuis son trône, Xerxès regardait, silencieux. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Il avait sacrifié des milliers d'hommes, et le portail ne s'était pas ouvert. À la nuit tombée, les Grecs étaient encore debout. Leurs murailles humaines, bien que cabossées, tenaient bon. Les Perses comptaient leurs morts. Les Grecs comptaient leurs blessures. Mais personne ne dormait, car le lendemain, Xerxès enverrait ses meilleurs. Avec l'aube revint la colère. Le soleil se leva sur un champ de chair et de bronze, les corps des Perses entassés là où ils avaient chuté, l'odeur du sang portée par la brise du matin. Xerxès, humilié, exaspéré, appela ses meilleurs, les immortels, 10 000 soldats d'élite, l'élite de l'Empire perse, appelée ainsi parce que chaque fois que l'un tombait, un autre le remplaçait aussitôt, donnant l'illusion d'une force invincible, éternelle. Pas des levées de provinces lointaines, non. Des professionnels, discipline, blindés, silencieux. Leurs armures luisaient sous la lumière, sombres et menaçantes, alors qu'ils s'avançaient avec une précision glaciale vers la ligne grecque. Xerxès était certain que là où les autres avaient échoué, les immortels triompheraient. Mais le chemin était toujours étroit. Le défilé, implacable, et les Grecs attendaient. L'impact fut brutal.
Le fracas du bronze résonna dans tout le goulet. Les immortels frappèrent avec rage, avec méthode, avec orgueil. Mais la phalange plia sans rompre. Elle absorbait le choc, reculait d'un pas, puis reformait le mur aussitôt. Les Perses enchaînaient les assauts, mais rien n'y faisait. Les Spartiates frappaient, tuaient, reculaient, reprenaient position. Puis vint la fin de Spartiate. La phalange rompit sa ligne, volontairement. Les Grecs simulèrent une panique. Les Perses, croyant la victoire proche, chargèrent en désordre. Et à ce moment précis, les Spartiates se retournèrent. La ligne se reforma comme par magie. Et les immortels furent massacrés. Xerxès, du haut de son trône, était hors de lui. Hérodote rapporte qu'il bondit de son siège 3 fois, frappant de rage devant ce désastre. Il avait envoyé ses dieux, et ils étaient revenus en charpie. Toute la journée, la boucherie continua. Les vagues perses frappaient, reculaient, saignaient. Le défilé était devenu un charnier. Le camp perse, à la tombée de la nuit, n'était plus que silence, suie et regard vide. Parmi les Grecs, la confiance grandissait, pas d'arrogance. Mais la certitude tranquille qu'ils tiendraient. Ils avaient vu leur ennemi, et ils ne fléchissaient pas. Mais pendant qu'ils dormaient, meurtris mais vivants, un autre ennemi, bien plus sournois, se glissait dans l'ombre. Pas en armure, pas avec une épée, mais avec un nom qui entrait l'histoire, Éphialtès. Il ne vint pas avec une lame, mais avec un murmure. Éphialtès, un nom qui, dans la langue grecque, deviendrait synonyme de cauchemar. C'était un homme du pays, un local. Il connaissait chaque sentier, chaque recoin autour des Thermopyles. Et pour une récompense de l'or, une faveur, un futur sans effort, il vendit tout. Dans la nuit, il se glissa jusqu'au camp perse et murmura un secret à Xerxès. Un secret plus tranchant qu'une épée, un sentier caché à travers les montagnes. Le chemin d'Anopé, un vieux passage de chèvres, sinueux, oublié, qui menait derrière la position grecque. Xerxès écouta, son regard devint acier. La force brute n'avait pas suffi. Alors, il utiliserait la trahison. Cette nuit-là, il envoya les immortels, une fois encore. Mais cette fois, ils ne marchèrent pas vers l'avant, ils montèrent, guidés par Éphialtès, comme un serpent dans l'obscurité. Plus haut, sur les hauteurs du défilé, 1000 soldats phocidiens avaient été postés pour garder le sentier. Mais ils dormaient, fatigués, inattentifs. L'aube n'avait pas encore percé. Et soudain, le craquement des feuilles. Des flèches sifflèrent avant que les hommes ne comprennent ce qui arrivait. Pensant qu'ils étaient la cible principale, les phocidiens se replièrent en hauteur pour se défendre. Mais les Perses ne les poursuivirent même pas. Ils les ignorèrent. Leur objectif était plus bas. Léonidas. Un messager phocidien dévala la pente, haletant, terrifié. Et lorsqu'il arriva au camp grec, il n'eut qu'un mot à prononcer. Ils sont derrière nous. Tout changia. Le goulet, autrefois avantage, devenait un piège mortel. Prise en étau. Attaque imminente à l'avant et à l'arrière. Léonidas convoqua les chefs sages. La situation était limpide. La position ne tenait plus. Certains suggérèrent la retraite immédiate. D'autres priaient pour tenir encore. Mais tous savaient. Le but n'avait jamais été de gagner, mais de retarder. 2 jours entiers à bloquer l'armée la plus vaste de l'histoire. À semer la confusion, à briser l'élan. C'était déjà un exploit. Léonidas ordonna la retraite de la majorité de l'armée grecque. Il devait vivre, combattre encore. Mais lui, il resterait. Lui et ses 300. Le choix était fait depuis longtemps. La prophétie devait s'accomplir. Et un roi spartiate devait mourir. Le soleil se leva rouge sang sur le 3e jour, projetant des ombres longues et funestes sur les Thermopyles. Mais ce matin-là, il n'y eut ni préparation, ni rituel. Les Grecs savaient déjà. La trahison avait ouvert la voie. Le piège était en place. L'ennemi venait par l'avant et désormais par l'arrière. Xerxès, confiant, prépara son assaut final. Mais Léonidas ne bougea pas. Il rassembla les siens, les Spartiates, les Thespiens, les Thébains et quelques autres restés. Tous savaient. Et pourtant, certains choisirent de ne pas fuir. Les 700 Thespiens, menés par Démophile, restèrent volontairement. Non par obligation, mais par honneur. Leur nom, souvent oublié, mériterait d'être gravé aux côtés des 300. Les 400 Thébains, eux, restèrent aussi, mais les récits divergent. Certains disent qu'ils furent contraints, d'autres qu'ils se rendirent. L'histoire ne les a pas retenus comme elle l'a fait pour les autres. Léonidas, calme face à la mort, regarda ses hommes. Il aurait dit « Mangez un bon repas, car ce soir, nous dînerons aux enfers. » Et lorsque l'assaut commença, ils ne se cachèrent pas derrière le mur.
Ils avancèrent. Sortirent dans la partie la plus large du défilé, décidés à entraîner avec eux le plus d'ennemis possible. Ce fut une explosion de violence pure. Les Perses chargèrent. Les Grecs frappèrent avec une rage née non de la peur, mais de la résolution. Les lances se brisèrent. Alors ils prirent leurs épées. Les épées cassèrent aussi. Alors ils se battirent à main nue, avec les dents, avec la foi. Au cœur de la mêlée, Léonidas tomba, percé, piétiné, mais non arraché sans combat. Une lutte sauvage éclata autour de son cadavre. Ces hommes, furieux, refusèrent de le laisser aux mains des Perses. Ils tuèrent, encore et encore, mais ils étaient cernés. Les vagues perses ne cessaient jamais. Et les Grecs furent peu à peu repoussés vers une colline, un petit monticule qui serait pour eux le dernier bastion. Là, encerclés de tous côtés, ils formèrent un dernier cercle de boucliers, épaule contre épaule, yeux dans les yeux. Et ils attendirent. Les flèches noircirent le ciel, une fois encore. Mais cette fois, il n'y avait plus de boucliers à lever. Rien d'autre qu'un silence. Et la fine. Les Thermopyles étaient tombés. Xerxès se tenait face au carnage, victorieux, mais insatisfait. Le défilé était à lui. La ligne grecque était brisée. Les derniers défenseurs, réduits à des ombres, gisaient tous sur une colline anonyme, noyés sous les cadavres. Mais il n'y avait pas de triomphe dans son regard. Seulement une rage froide. Parmi les morts gisait Léonidas, le roi qui avait osé lui dire non. Celui qui avait résisté, Xerxès, dans un dernier acte de vengeance, ordonna une chose impensable, que son corps soit décapité et crucifié. Même selon les standards brutaux de l'époque, ce fut perçu comme barbare. Mais aucune mutilation n'efface une légende. La mort de Léonidas ne fut pas un point final. Elle fut une détonation. Car au-delà de la tactique, les Grecs avaient gagné quelque chose de plus précieux que la terre, du temps. 3 jours entiers. 3 jours d'attente, de perte, d'humiliation pour les Perses. Et cette fenêtre fut cruciale. Quelques semaines plus tard, à Salamine, Thémistocle, l'architecte du plan piégea la flotte perse dans les étroits détroits. Les trirèmes grecs, plus légères, plus maniables, décimèrent les énormes navires perses, conçus pour l'espace ouvert. Ce fut une victoire écrasante. Un tournant. Et l'année suivante, à Platée, l'armée terrestre perse encore présente fut anéantie par une coalition grecque unie, renforcée par le souvenir des Thermopyles. L'invasion était terminée. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la légende. Aux Thermopyles, on éleva des monuments. Le plus célèbre portait les mots du poète Simonide « Toi qui passes, va dire à Sparte que ses enfants sont morts en obéissant à ses lois. » Ce n'était pas un adieu, c'était un serment. Celui que certains sacrifices transcendent la défaite. L'héritage des Thermopyles ne resta pas figé dans la pierre. Il se diffusa dans les paroles, dans les cœurs, dans le sang des générations suivantes. Ce qui avait commencé comme un acte de retardement, un barreau d'honneur, devint le soulèvement d'une mémoire collective. La Grèce, jusque-là morcelée, méfiante, fière de ses divisions, découvrit l'unité par le mythe. Ce qui avait été un simple défilé de montagnes devint une cathédrale de courage, un symbole qui transcendait les cités, les frontières, les générations. Pour Sparte, c'était l'accomplissement parfait de son code, mourir plutôt que de céder. Pour Athènes, c'était un appel à défendre l'idée fragile mais révolutionnaire de démocratie. Pour toute la Grèce, c'était la preuve éclatante que l'Empire n'était pas invincible, que l'esprit humain, même en infériorité, pouvait résister à l'écrasement. Le nom de Léonidas devint plus qu'un souvenir. Il devint un modèle. Pas d'arrogance, pas de discours flamboyant. Juste un homme, un roi, qui avait regardé la mort en face et avancé. Le sacrifice des 300 et de ceux qui restèrent avec eux fit plus que retarder Xerxès. Il modela les siècles. Le récit voyagea au-delà des montagnes. Il traversa les mers. Il toucha les Romains, les Renaissances, les révolutionnaires. On le retrouva dans les poèmes, les livres, les peintures, jusqu'aux écrans du XXIe siècle. Et même si le film 300 déforma l'histoire, il en conserva une vérité essentielle. La grandeur d'un homme n'est pas dans sa victoire, mais dans le choix de se tenir debout, quand tout pousse à fuir. Thermopyles n'est plus seulement un lieu. C'est devenu un repère intérieur, une étoile du Nord pour tous ceux qui refusent de plier. Un rappel que la grandeur n'est pas toujours du côté des vivants. Elle se trouve parfois chez ceux qui, en toute conscience, choisissent de tomber. Le temps a érodé les pierres, mais pas la mémoire. Les siècles ont passé. Le défilé s'est élargi, les côtes se sont déplacées, le paysage a changé.
Mais dans la conscience humaine, les Thermopyles restent figés à un goulet de roche et de feu, où des hommes ont tenu tête à un empire. Là où 300 se sont dressés contre des milliers, la légende est née. Et cette légende a donné naissance à un nouvel esprit grec. Car après la guerre, la Grèce sortit meurtrie, mais debout. Salamine avait été la revanche, Platée, la libération. Mais Thermopyles, c'était l'âme. Ce n'était pas une victoire militaire. C'était une victoire morale, plus puissante encore. Elle unifia un peuple, elle donna un sens au sacrifice. Elle montra que résister, même en sachant qu'on tombera, peut changer l'histoire. Le nom de Léonidas fut transmis comme un mot sacré, non pas celui d'un roi triomphant, mais d'un homme qui avait choisi sa fin, qui n'avait pas fui, et qui, par sa mort, avait montré la voie. Le récit se propagea bien au-delà des frontières grecques. Il inspira Rome, les penseurs de la Renaissance, les révolutionnaires, les soldats. On le retrouva dans les manuels militaires, les discours de guerre, les livres d'école. Et même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les Thermopyles résonnent. Elles sont devenues le nom que l'on murmure quand il faut se battre, même sans espoir. Un appel silencieux à ceux qui, face à l'écrasement, choisissent de rester debout. Un rappel que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui refusent de plier. Il y a une étrange puissance dans la défaite quand elle est choisie. Quand on l'accueille les yeux ouverts, les poings fermés. Les Thermopyles n'ont jamais été conçus comme une victoire. Elles étaient un message gravé non dans la pierre, mais dans le sang. Et le monde entier l'a lu. Xerxès, malgré sa force, n'a pas écrasé cette idée. Il a incendié Athènes. Il a mutilé Léonidas. Mais plus il frappait, plus la légende se fortifiait. En tuant les Spartiates, il les a rendus immortels. Il a donné aux Grecs quelque chose que l'Empire perse n'aurait jamais voulu offrir. L'unité à travers le martyre. Et cette unité a fait naître la résistance, puis la revanche, puis la liberté. Dans les cendres de ce défilé montagneux, une civilisation est née. Une culture qui offrirait au monde la philosophie, la science, la démocratie, l'art. Mais à la source de tout cela, il eut la colline où l'on refusa de fuir. Les Thermopyles, c'est le battement de cœur de la mémoire grecque. Un battement transmis d'âge en âge, pas dans les marbres froids, mais dans les choix de ceux qui, partout, un jour, diront « Je tiendrai cette ligne ». Car ce mythe a voyagé bien au-delà des montagnes helléniques. On le retrouve dans la bouche des généraux romains, dans les serments des révolutionnaires, dans les tranchées, dans les résistants, dans ceux qui refusent la tyrannie, même quand la victoire est impossible. Et Léonidas, il n'est plus qu'un roi. Il est devenu l'archétype du chef, celui qui ne commande pas de l'arrière, mais qui meurt en tête. Le nom que l'on prononce quand il faut se demander « Jusqu'où suis-je prêt à aller pour ce que je crois ?» Je me suis tenu un jour aux Thermopyles. Pas un soldat, pas un roi, juste un homme. Un homme cherchant un sens dans le silence des pierres. Le vent était tiède et le sol sous mes pieds n'était plus tout à fait celui de 480 avant JC. Mais je le sentais malgré tout. Pas avec les yeux, mais avec le poids. Le poids des choix faits il y a des millénaires par des hommes qui n'avaient plus rien, sauf la volonté. J'imaginais Léonidas, non pas comme une statue de bronze, mais comme un père, un époux, un homme qui regarda la mort et lui dit oui. Je voyais ces 300, non comme des héros mythiques, mais comme des frères, qui choisirent de mourir non pour la gloire, mais les uns pour les autres. Non parce qu'ils étaient sans peur, mais parce que la peur n'avait plus de prise sur eux. Je pensais aux Thespiens, dont on oublie souvent les noms, et qui pourtant restèrent. Choisir la mort alors qu'ils pouvaient partir. Et je repensais à l'épitaphe « Toi qui passes, va dire à Sparte que ses enfants sont morts en obéissant à ses lois. » Mais ce message ne s'adressait pas qu'à Sparte. Il s'adresse à nous, à tous ceux qui un jour se retrouvent face à des forces écrasantes et se demandent si tenir la ligne en vaut la peine. Thermopyles répond « Oui ». Car certaines défaites vivent plus longtemps que toutes les victoires. Certains sacrifices brillent plus fort que toutes les couronnes. Et certaines histoires, même baignées de larmes, deviennent lumière. Les portes chaudes n'étaient pas seulement un champ de bataille. C'était une forge. Et de cette fournaise est né un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu qui murmure à chaque époque, à chaque génération, tu as le choix. Même à genoux, tu peux te relever. Même en perdant, tu peux être éternel.